Bonjour. Alors, ceux qui se joignent au webinaire, nous allons commencer dans une minute. Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur le paradoxe de l'emballage pendant la COVID-19, présenté par PAC en collaboration avec l'Université Dalhousie et SLD. Pas de problème. Alors, je me présente, Bruno Ponsard, le directeur de l'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire. Je suis aussi le coprésident du Quebec Leadership Council de PAC. J'aurai le plaisir d'être le modérateur durant ce webinaire. Alors, peut-être juste vous indiquer, on le verra un petit peu plus tard, juste vous indiquer que nous avons, PAC offre différents webinaires. Le prochain est le 11 novembre. Vous pourrez vous inscrire si vous le souhaitez sur le site de PAC. Pour la présentation, on va avoir aujourd'hui donc deux conférenciers. On va avoir la première conférence avec Jean-Pierre Lacroix, suivie d'une session de questions-réponses. Le docteur Sylvain Charlevoix suivra après et on aura une autre session de questions-réponses. Donc, vous pouvez en tout temps poser vos questions. Là, sur votre barre, vous avez Q&A. Là, vous pouvez bien évidemment écrire vos questions et lorsque le moment de la session Q&A sera présente, on pourra les adresser à nos conférenciers. S'il y a beaucoup de questions et si on n'a pas suffisamment de temps de le faire, on récupérera ces questions-là, on demandera à nos conférenciers d'y répondre et par courriel, on pourra vous envoyer ces réponses. Alors, les conférenciers d'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir M. Jean-Pierre Lacroix, président de SLD, et le Dr Sylvain Charlevoix, directeur scientifique du laboratoire Agri-Food Analytics Lab de l'Université Dalhousie. Je vais commencer par vous présenter notre premier conférencier, Jean-Pierre Lacroix. Quand on vient le temps d'évoquer le design, Jean-Pierre Lacroix, président de SLD, est toujours un pas en avant. Penseur, visionnaire, auteur et conférencier, Jean-Pierre est constamment à l'affût des tendances émergentes. Soucieux de produire des résultats mesurables à partir d'informations stratégiques, il est engagé à soutenir les marques pour capturer ce moment important, le moment d'achat du consommateur. Merci beaucoup, Bruno. Alors, je vais présenter là, ma présentation. Parfait. Merci. Merci pour l'introduction. Avant de commencer, je veux partager avec vous notre croyance. Notre recherche est basée sur l'inspiration de l'avenir des marques en concurrence dans le commerce au détail. C'est intéressant que récemment, la Ville de Montréal nous a engagés pour nos points de vue par rapport à la pandémie. C'est avec ces croyances que nous avons fait au début de la pandémie et tout au long de la crise actuelle, nous avons mené 5 séries de recherches pour déterminer l'évolution de l'impact de la pandémie. Vous pouvez trouver plus de détails sur chaque rapport sur notre site Internet. L'étude est portée sur une large gamme de questions allant des attitudes des consommateurs au comportement et aux stratégies d'actualisation. La question principale qu'on s'est demandé durant la recherche, c'est comment la pandémie a-t-elle
un impact sur l'industrie des biens de consommation. On voulait voir comment les attitudes du consommateur, leur comportement a influencé les produits qu'ils ont fait, les achats, les magasins qu'ils ont achetés, ou aussi d'autres comportements. Donc, on commence permettez maintenant d'examiner l'information plus en détail. Critiques dans notre recherche montrent qu'un gros pourcentage des consommateurs sont pessimistes quant à l'issue de la pandémie. 57%. Et qu'est-ce que je trouve très intéressant, c'est que, comme vous pouvez le constater, au début de la pandémie, la majorité était optimiste que la crise serait terminée rapidement. Cela a changé en avril et continue de croître. Je suis assuré, confiant que si nous tirons à une étude ce mois-ci, le nombre sera beaucoup plus élevé compte tenu de la deuxième vague de la pandémie dans le moment est en train de vivre. On s'est demandé c'est qui est pessimiste et optimiste par rapport à la pandémie. L'âge de cohorte plus âgé semble être beaucoup plus pessimiste, 63%, que d'autres groupes d'âge. Les Canadiens semblent plus optimistes que les Américains. Ce manque de pessimisme chez les jeunes consommateurs est l'une des principales raisons pour laquelle la croissance récemment est due à ce groupe de cohortes. Si on regarde l'accroissement de la COVID à travers les provinces, c'est le fait que les étudiants sont retournés à l'école, c'est le fait que ces étudiants-là ne croient pas mettre des masques de sanité, etc. Alors, on voit ce accroissement-là par rapport à leurs attitudes. Puis ces attitudes-là ont un impact aussi la façon qu'ils font les achats des produits. On va en parler plus loin. Le pessimisme général chez les consommateurs pourrait être le résultat d'un impact financier majeur causé par la pandémie. Cela peut être conduit à des changements à long terme dans les comportements et les attitudes envers le shopping en général, avec un changement fondamental dans les mentalités et le mode de vie. On voit que le pessimisme, les attitudes par rapport à la COVID a eu un impact énorme. On va partager avec vous certains exemples de l'impact. Premièrement, étant donné que l'attitude générale à l'égard de la pandémie est pessimiste, l'enquête indique divers facteurs contributifs pour justifier ce sentiment. Environ 114% des répondants pensent que les dettes publiques entraîneront une hausse des impôts et que, par conséquent, la situation financière pourrait rester sombre dans un prochain avenir. Alors, beaucoup de stress dans le marché par rapport à le manque d'emploi, le risque, le concern de perdre leur job, etc. Alors, ça cause un haut niveau de stress dans le marché et ça change la façon que les consommateurs font les achats de leurs produits. On va en parler. Examinons maintenant les changements que se sont produits en raison des perspectives pessimistes du consommateur. Premièrement, les habitudes alimentaires et de vie montrent un changement majeur vers la cuisson des repas à la maison. On voit ça à travers le Canada et aux États aussi. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la cuisson des repas à la maison attire le plus fort le segment plus jeune du marché avec l'âge de 21 à 25 ans. Le troisième changement plus évident dans ce rapport ici est la commande à apporter qui est principalement dominée par les consommateurs de 21 à 45 ans. Ça, c'est un fait par rapport que les restaurants sont fermés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'endroits pour socialiser qui ne sont pas ouverts maintenant. Alors, ça a forcé le consommateur de changer leurs attitudes et la façon qu'ils font leurs achats. Aussi, c'était, si on regarde l'accroissement des marques de la prise de marché des ventes en ligne, un changement majeur avec 41% dit que l'achat en ligne, c'est leur canal principal. Il est dominé par les consommateurs dans les segments de 21 à 45 ans. Le canal suivant le plus répandu est les supermarchés avec 26% des consommateurs. Et c'est
c'est raisonnable. On voit que cet accroissement, ces changements ne sont pas seulement pour les produits de consommateurs. On voit les gros changements. On a fait une recherche pour les banquiers. On voit les gros changements, la façon que les consommateurs font leurs finances, l'accès d'argent par rapport à les réseaux en ligne, etc. Les comportements ne sont pas seulement limités en ligne et aux détails. COVID a aussi changé les endroits où on fait nos achats. Le comportement omnichannel continue d'évoluer. De nombreuses personnes utilisent des applications de téléphone mobile pour faire le shopping pour les premières fois. Click and Collect s'avère utile pour attirer près de 29% des acheteurs qui utilisent un téléphone pour commander et ramasser au magasin et environ 30% qui utilisent le téléphone pour obtenir des produits. Alors, vous voyez que l'omnichannel a changé. Ce qui est important pour vous, pour le marketing, c'est de comprendre que ces développements-là donnent des opportunités de faire du marketing à ces différentes occasions. Un autre point très intéressant, c'est le fait que les consommateurs sont moins loyaux aux marques. Un achat découverte dans notre étude, bien que les marques nationales semblent émerger comme un choix populaire pour l'échantillon total, un changement vers les marques indépendantes et locales parmi les jeunes groupes démographiques Gen Z a eu un gros accroissement. Quand on regarde les changements dans les habitudes d'achat depuis COVID-19, les marques grand public n'ont pas fait aussi bien que les petites marques indie ou des marques privées. Comme on pouvait s'y attendre, les marques indie et grand public sont préférées par les consommateurs d'âge 21 à 25 ans. Lorsque leur marque préférée n'est pas disponible, 38% des consommateurs achèteront n'importe quel produit disponible, tandis que seulement 16% chercheront leur produit préféré dans un autre magasin ou 18% attendront leur prochain voyage pour acheter leur marque préférée. Le comportement le plus répandu au-delà de l'achat d'un produit comparable pour 26% des respondants est de choisir l'option de prix le plus bas disponible. Cela confirme pour nous une des raisons pour lesquelles les marques privées ont si bien fait pendant la pandémie. Alors, c'était critique durant la pandémie. Il y avait beaucoup de disruptions de la chaîne de manufacturation à cause de la COVID. Et beaucoup de hauts de marques de produits au détail qui a causé le consommateur de faire des choix que normalement, il n'aurait pas fait si le produit était au détail. Et on voit ça, l'un des facteurs clés de la rupture de stock a été la ruée des consommateurs vers le chargement des garde-manger. Beaucoup de manque de produits a été causé par le changement des consommateurs par rapport à l'augmentation, accroissement des ventes de produits. Pour résumer, COVID conduit différents comportements de fidélité de la marque et les vulnérabilités pour les marques nationales. Un autre point très important qui formait la part de notre recherche, c'est que les spécialistes du marketing devraient envisager d'ajuster leur stratégie pour soutenir les soins de santé et les consommateurs défavorisés, consistant à fournir des dons aliments et de boissons aux travailleurs de santé et aux dons aliments et de boissons aux personnes dans le besoin. Un point très important, la cause sociale est très important. Le consommateur voit les marques favorisées s'il supporte les besoins sociaux et les besoins de la communauté. Si je vous laisse un point stratégique global, c'est de surmonter le niveau négatif grâce à un marketing optimiste fort. C'est très important dans ce moment que votre communication, votre marketing communique un point positif
en point de vue du consommateur. La recherche a également permis d'identifier l'émergence de 2 types de consommateurs que nous examinerons brièvement. Beaucoup des comportements et attitudes mentionnés sont en ligne avec ces 2 types de consommateurs. Alors, c'est typique dans le marketing qu'on identifie des personas, le consommateur important qui fait l'achat de vos produits. COVID a créé 2 nouveaux genres de consommateurs. Ces consommateurs sont divisés en 2 segments, le consommateur optimiste et le consommateur pessimiste. Et si on regarde juste le consommateur pessimiste, parce qu'on n'a pas le temps de regarder tous les détails de cette présentation ici, on voit qu'ils ont tendance à faire plus de chargement de garde-manger et d'avoir des produits en stock jouant un rôle essentiel dans la fidélité de la marque. Alors, si vos produits ne sont pas en stock, le consommateur pessimiste va acheter le produit le plus disponible, le produit qui est le plus bas en fait de prix. Alors, ça crée une vulnérabilité pour les marques nationales. Alors, on se demande la question, quelles sont les stratégies clés que les spécialistes du marketing devraient prendre en considération pendant et après la fin de la pandémie? Premièrement, la santé et la sécurité sont essentiellement pour conduire les consommateurs dans les magasins. C'est très important d'un point de vue pour les marques nationales de communiquer le support à la communauté et les besoins des détaillants pour la santé, pour créer un environnement de sécurité pour les consommateurs pour aller au magasin. Parce qu'on sait que le magasin est encore le point le plus important pour en fait de gérer les ventes pour les marques nationales. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, s'assurer que les produits sont en stock, l'assainissement et la sécurité en plus des offres promotionnelles. On a vu ça beaucoup dans les points de manufacturier avec le développement de COVID, le fait qu'on a été obligé de fermer les entreprises pour répondre à la COVID. C'est donner un rassurement que les produits qui sont manufacturés et vendus au détail sont des sanité et COVID-free. Ce sont les critères les plus importants pour les consommateurs lorsqu'il s'agit de formats et d'offres aliments emballés et de boissons. D'autres stratégies à considérer, on regarde Nestlé a mis à l'essai le marché direct aux consommateurs en Allemagne, mettant en valeur sa gamme étendue de marques, donnant aux clients un accès exclusif à de nouveaux produits et à des produits qui ne sont pas commercialisés autrement en Allemagne. Récemment, Pepsi a fait la même chose. Ils ont développé un marché en ligne pour le consommateur pour compenser le manque de produits au détail, la distribution la distribution des produits. Aussi, en réponse de situations-là, on voit l'accroissement aussi du développement des ventes par rapport à des systèmes où ils font automatiquement remplir les besoins du consommateur. On a vu aussi le développement de l'utilisation de la technologie pour assister de communiquer beaucoup d'informations pour le consommateur. Alors, c'est très important qu'on communique les recettes, les points importants, les points de promotion. On sait que les points promotionnels sont très importants pour le consommateur. Alors, ces points-là, c'est d'être communiqué avec les systèmes mobiles. Les systèmes mobiles sont très importants dans le fait qu'ils ont influencé la façon que les consommateurs font leurs achats. Un exemple aussi, c'est Heinz. Si on sait que le consommateur prend beaucoup de temps de faire leurs achats en ligne, de faire la cuisson à la maison, un des points importants, c'est de faire la promotion des recettes pour le consommateur. Et Heinz, avec l'utilisation de la technologie Augmented Reality, peuvent donner
aux consommateurs beaucoup d'idées qu'ils ne pouvaient pas avant. Amazon, l'utilisation de AI est très important. C'est un système, c'est une plateforme pour augmenter les ventes, puis aussi savoir où on doit faire les rabats, où on doit donner des points de promotion. On voit un accroissement de ce besoin de AI pour les marques nationales pour s'assurer que la valeur que les marques provident les consommateurs sont en ligne avec les besoins du consommateur. Une autre stratégie, c'est le fait que la plupart des consommateurs travaillent à la maison. Alors, créer une culture de distance, envoyer des stratégies où on peut délivrer la nourriture à la maison, créer un sens d'expérience, si vous voulez, à la maison par rapport à des produits de consommation. Si vous regardez ça, Coke, par exemple, a créé un projet jumelé où ils s'enlignent le produit avec l'expérience à la maison, l'expérience de spectacle, l'expérience de musique, l'expérience de jeu, etc. Alors, ils s'enlignent. On réalise que le centre de l'univers a changé de l'entreprise à la maison et on doit changer l'attitude et le marketing, la façon qu'on gère le consommateur à la maison. L'autre développement qui est très important, c'est que COVID a fait une chose, ça a accéléré beaucoup d'attitudes par rapport aux consommateurs. Et je sais que l'éco-marketing était très important avant la pandémie, mais le consommateur a réalisé qu'une des raisons de la pandémie, c'est l'environnement, le négatif, l'accroissement de la pollution, etc. Alors, l'accroissement des produits à la poubelle, etc. Alors, c'est très important que les marques nationales mettent en phase un sens d'éco-marketing pour le recyclage des produits, etc. Et aussi, parce que le consommateur est à la maison, le consommateur fait beaucoup la cuisson à la maison, il y a une augmentation d'intérêt où les produits sont créés, la façon qu'ils sont créés, le point d'origine. Alors, c'est très important lorsque vous faites le marketing de vos produits, que vous faites une emphase de où ces produits sont gérés, sont produits. Le consommateur est très intéressant à savoir ces points importants. Et finalement, le dernier point, on voit un gros accroissement. La pandémie a créé une séparation de différents pays, a créé des barrières, en fait, de relations mondiales. Et on voit un accroissement de la fierté des produits qui sont produits au Canada. Alors, c'est très important que les marques nationales considèrent ce point-ci. Où sont les produits manufacturés, s'ils sont manufacturés au Canada, de faire une emphase sur l'emballage de ces points forts-là. C'est tout. Je suis ouvert pour des questions, des commentaires, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de nos recherches sont en ligne sur notre site Internet avec ample détails pour l'âge des consommateurs, les segments, etc. Alors, je vais ouvrir la présentation. Vous avez des questions. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On a quelques questions que Jean-Pierre souhaitait vous partager. Donc, comme un sondage, alors vous pouvez bien évidemment y répondre. Ça pourrait faire partie aussi de la discussion. Donc, je vous invite, normalement, les questions s'affichent. Et vous pouvez y répondre. On pourra en parler avec Jean-Pierre. En attendant que vous répondiez au sondage, Jean-Pierre, je commencerai avec une question. Premièrement, merci pour la présentation, très intéressante. Puis on voit tous les changements, les bouleversements qui se sont opérés pendant la pandémie. Vous indiquiez au début qu'il y avait beaucoup de cuisine à la maison, beaucoup d'achats en ligne, donc beaucoup de commandes de produits alimentaires qui étaient amenés à la maison.
qu'est-ce que vous voyez? Puis là, je ne parle pas nécessairement à court terme parce que ça, on est en plein dans la pandémie, là, mais peut-être à moyen, long terme. Quel impact majeur ça peut avoir pour nos distributeurs, nos retailers de ce monde-là? Ça va quand même changer la donne, là. Les gens vont peut-être moins aller chez nos distributeurs de façon comme on le fait actuellement. Bruno, c'est une bonne question. Alors, les ventes en ligne, on voit un accroissement. Ça va continuer cet accroissement-là parce que le consommateur va continuer à faire la cuisson à la maison. Le nouveau développement de travail à la maison, ça ne va pas changer. Alors, c'est des attitudes et des événements qui vont accroître, qui vont continuer à être importants dans le futur. On a fait une étude pour les restaurants. On voulait savoir à long terme l'impact de COVID sur les restaurants. Qu'est-ce que l'attitude du consommateur après COVID? Est-ce qu'ils vont aller au restaurant? Qu'est-ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est que oui, les jeunes consommateurs vont retourner au restaurant. Certains au Québec, ça va être une hausse plus haut. Je pense qu'au Québec, les consommateurs vont au restaurant plus souvent que le restant du Canada. Mais qu'est-ce qui était très intéressant, c'est que c'était seulement que les jeunes consommateurs qui allaient retourner au restaurant. Le part des consommateurs plus âgés retenu le développement de faire la cuisson à la maison. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, on va voir ces changements-là continuer. Alors, les ventes en ligne vont continuer, mais aussi la vente aux détaillants. Vous voyez, là, si vous avez lu les nouvelles, Loblaws vont faire des gros investissements en changer le design de leur magasin. Sobeys est en train de faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gérer les ventes au magasin, parce que les ventes sont plus profitables. Les ventes en ligne pour les détaillants, c'est à pauvre margin. Merci. Alors, Jean-Pierre, j'ai une autre question qui est posée par quelqu'un qui participe. J'avais un petit peu la même question. Je vais te la poser. Tu parlais d'emballage intelligent. Est-ce que tu perçois que le marché est vraiment rendu là? Puis, est-ce que le payback est rapide pour l'investissement qui est nécessaire pour supporter cette stratégie d'emballage? En Amérique du Nord, non, le marché n'est pas là. Mais le deuxième point de ta question, le coût de créer les environnements augmentés sont réduits énormément. Premièrement, la plupart des produits mobiles ont intégré le AR dans leur système, qui est très important. C'était un des gros coûts qui est ralentissant l'utilisation de AR. Puis l'autre, c'est que la plupart des plateformes sociales comme Facebook, puis Instagram, puis je ne m'en rappelle plus les autres, mais ils ont tout intégré un système où tu peux développer ton AR à un coût très bas. Alors, on va voir l'augmentation de ce plateforme-là. Ça va prendre beaucoup de temps en Amérique du Nord. C'est déjà très utilisé en Chine, en Asie, mais on va voir cet accroissement-là à long terme. Parfait, merci. Je ne sais pas si, Jean-Pierre, tu as la chance de voir la réponse au sondage qui a été proposé. On voit que pour la première question, donc, quel est votre niveau d'anxiété face à la pandémie? Là, 60% ont répondu moyen. Donc, ça veut dire qu'on a une audience qui est ni jeune ni vieille, mais qui est entre les deux. Il y a quand même un niveau d'anxiété qu'on voit qui est présent. Puis, même chose pour l'impact de la pandémie sur les affaires, sur l'entreprise. Mais ce n'est pas surprenant, hein, Bruno, oui. Parce que la pandémie a forcé les consommateurs à faire la cuisson à la maison. C'est qui a bénéficié de cette situation-là? C'est les marques nationales. Parce que le consommateur fait des achats, des nouveaux achats qui typiquement il ne les fait pas.
aussi l'argent qu'ils mettent de côté, qu'ils n'ont pas dépensé dans les restaurants. Ils font une emphase d'acheter des produits plus dispendieux, d'expérimenter la découverte de nouvelles recettes, etc., à la maison. Alors, le bénéfice, c'est les marques nationales et secondairement les marques indie puis les marques privées. Alors, ça ne me surprend pas la réponse. Je suis certain que si la question était posée aux industries de restaurants, les nombres, les pourcentages seraient considérablement différents. L'autre, la troisième question, Jean-Pierre, concernait en fait les initiatives. Donc là, il pouvait y avoir plusieurs choses là, qui ont été accélérées hein, à travers par la pandémie. Bon, sans surprise, le déploiement de nouvelles technologies pour le travail à distance domine, hein, 70%. On a dû, bien évidemment, tous travailler différemment. L'autre élément qui ressort du sondage, c'est qu'il y a une considération renforcée face au moral et à l'engagement des employés. Ça, c'est aussi majeur. Oui, ça s'enligne avec notre étude. Puis, un point important, c'est dans les 5 études qu'on a faites, on a fait 4 études, une étude pour chaque industrie, puis on a fait récemment, seulement 2 semaines passées, une étude des entrevues avec 500 directeurs d'entreprises. Et ce point ici était un point constamment à travers toutes les études, l'emphase et l'importance pour les employés. Regarde, c'est pas seulement que la technologie, c'est comment est-ce qu'on peut retenir la culture de l'entreprise durant le COVID, lorsque les employés ne travaillent pas dans l'entreprise, travaillent à la maison. Alors, il y a beaucoup de situations ici qui causent une nouvelle façon de regarder le rôle des employés et aussi comment on peut retenir la culture puis les attitudes positives. Oui, tout à fait. Autre question, Jean-Pierre, tu indiquais dans ta présentation que, en fait, les marques privées ont quand même beaucoup bénéficié Oui. de la période de la pandémie, puis qu'on a moins de loyauté peut-être vers les marques. En plus, avec, à tout le moins, ben, c'est partout dans le monde, mais on le voit bien au Québec, avec la stratégie du local, où Oui. on veut acheter local, ça va quand même avoir un impact majeur pour les marques nationales. Est-ce que leurs stratégies vont devoir être différentes parce que là, on va avoir peut-être des marques privées, des marques locales qui vont prendre de l'expansion. Comment vois-tu les choses, toi? Je vois, oui, c'est comique, c'est très semblable à l'industrie de la bière. Hein. L'industrie de la bière, les craft beer, tu sais, les Labatt et Molson, il n'y avait pas peur, il n'y avait pas d'inquiétude que les craft beer seraient un compétiteur sérieux, mais c'est une fausse assumption. La vérité, c'est que les marques indie vont faire un accroissement. Mais pour les marques nationales, que je vois, moi, ce que je fais une prédiction, c'est que COVID a accéléré beaucoup les attitudes des détaillants aussi. C'est quoi les attitudes des détaillants? C'est qu'ils éliminent les marques du milieu. Alors, les Pepsi et Coke du monde sont protégés, si tu veux, parce que c'est les marques que le consommateur veut. Mais les marques, la deuxième marque, la troisième marque, la quatrième marque au détail, c'est ces marques-là qui sont vulnérables aux marques indie et les marques privées. OK. Je ne sais pas si j'invite bien évidemment les participants à poser leurs questions si vous en avez d'autres. Moi, j'en aurais une encore parce que là, elle est plus liée bien évidemment à l'emballage. Jean-Pierre, tu parlais de l'impact, en fait, au niveau des comportements sur, on va dire, le recyclage, la durabilité. Et on sait bien évidemment, dans le milieu de l'emballage, que c'est un enjeu majeur.
Puis là, on parle du paradoxe de l'emballage pendant la pandémie, c'est-à-dire qu'on avait besoin de se rassurer par rapport au virus, puis de dire, ben voilà, mes aliments sont emballés, ils sont protégés, je suis protégé, versus il faut faire des efforts en termes de sustainability, de développement durable. Comment toi, tu peux voir au niveau des marques entre cette dualité-là, donc ça va d'avoir de l'emballage pour protéger contre le virus, puis de faire aussi des efforts importants pour réduire les emballages, avoir moins d'impact environnemental? Oui, je vois une polarisation du marché. On avait fait une étude 5 ans passés, c'est quoi le rôle de l'emballage pour les ventes en ligne? Et qu'est-ce que le rapport nous a indiqué? C'est que le consommateur n'est pas intéressé à l'environnement lorsqu'ils font leurs achats en ligne. L'important, c'est la protection des produits en livraison. Alors, tu vas voir une séparation, une emphase au détail, moins d'emballage, et l'inverse pour les ventes en ligne. Alors, c'est un peu triste, mais vous allez voir une polarisation du marché par rapport à le recyclage, le overpackaging. Au détail, ils vont demander moins d'emballage parce que les gouvernements vont commencer à facturer les coûts de recyclage aux manufacturiers. Puis l'inverse pour les ventes en ligne. J'aurais une dernière question pour toi, Jean-Pierre. C'est fort intéressant. Merci. Question que je trouve très, très pertinente qui est posée par un participant. Pourquoi les grands détaillants veulent que les consommateurs reviennent dans leurs magasins traditionnels, sachant que les commandes en ligne sont peut-être moins dispendieuses, c'est peut-être plus facile à gérer. Pourquoi on devrait mettre des efforts pour faire revenir nos consommateurs dans nos magasins? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, la vente en ligne pour les détaillants sont pas profitables. C'est pas profitable pour eux autres. Les ventes au magasin, c'est l'endroit où ils peuvent gérer le plus gros montant de profit, numéro un. C'est correct pour Amazon parce qu'ils n'ont pas de vrais compétiteurs, si tu veux. Alors, c'est un service national. Tandis que les détaillants, c'est régional en fait d'opération. Et alors, il y a des coûts qui ne sont pas efficients par rapport à ce point-là. Numéro 2, c'est que le consommateur veut découvrir des nouveaux produits, veut découvrir des nouveaux services. Et c'est au détail que tu peux faire ces découvertes-là plus confortablement. Troisièmement, c'est que le plus gros compétiteur dans le moment pour les restaurants, c'est les chaînes de supermarchés. Alors, les chaînes de supermarchés sont en train de changer le design de leur magasin pour qu'ils puissent fournir aux consommateurs un service total, inclus les services de restaurant, les services de restaurant portés à la maison. C'est ces 3 raisons-là. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ta présentation, puis tes réflexions. C'est fort apprécié. Alors, on passerait à notre deuxième conférencier, le docteur Sylvain Charlebois. Je vais prendre quelques minutes pour le présenter, même si je suis persuadé que plusieurs d'entre nous, sinon tout le monde, le connaît très, très bien. Sylvain est professeur titulaire à la faculté de management et en agriculture à l'université Dalhousie à Halifax. Il est aussi le directeur scientifique du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'université Dalhousie. Il est également l'ancien doyen de la faculté de management à l'université Dalhousie. Son domaine de recherche et d'expertise englobe la distribution, la sécurité et la salubrité alimentaire. Il est l'un des experts les plus cités quant à la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de valeur agroalimentaire et la traçabilité.
Depuis près de 20 ans, il contribue régulièrement aux pages éditoriales du Globe and Mail et de la presse comme expert dans le domaine agroalimentaire. Je suis persuadé que plusieurs d'entre vous, lorsqu'ils prennent connaissance de leur Presse Plus, regardent attentivement les lettres et les impressions du Dr Sylvain Charlebois. Il est l'auteur de plus de 500 articles dans des revues scientifiques internationales et professionnelles dans le domaine des sciences alimentaires et en management, intervenant dans de nombreuses conférences internationales et expert dans différentes instances de recherche au Canada et à l'étranger. À 2 reprises, il a remporté le prix international Emerald Glite en 2008 et 2012, l'un des prix les plus prestigieux dans le domaine de la recherche scientifique en sciences sociales. Ces recherches sont publiées par les plus importants journaux et revenus du Québec et du monde. Enfin, Sylvain Charlebois est membre de plusieurs conseils d'administration de compagnies privées. Depuis 2011, il est membre des comités scientifiques et consultatifs d'experts de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il est aussi membre du conseil du Global Food Traceability Center basé à Washington et de même membre du conseil scientifique du Business Science Institute basé au Luxembourg. Il a témoigné à plusieurs reprises en tant que témoin expert devant des commissions parlementaires sur des questions liées à la politique agroalimentaire. On lui a demandé d'agir comme conseiller sur les politiques alimentaires et agricoles dans de nombreuses provinces canadiennes, aux États-Unis et dans plusieurs pays du monde. Sa feuille de route est donc éloquente. Je vais laisser la parole à Dr Sylvain Charlebois pour sa présentation. Merci Sylvain. Merci beaucoup Bruno et désolé pour le retard, mais quand même, je tenais à me joindre au groupe aujourd'hui pour parler d'emballage. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la recherche qu'on a effectuée récemment sur le plastique, sur l'emballage. Et je vais peut-être aussi dresser un portrait de ce que nous, on voit pour l'avenir de l'emballage dans le domaine agroalimentaire. Mais d'abord, j'ai une question pour vous. Elle est probablement déjà déjà posée au fur et à mesure du développement des connaissances sur le virus avec les données additionnelles de recherche. Craignez-vous de vous engager trop tôt dans une stratégie d'emballage? Parce qu'on apprend beaucoup de plus en plus du virus. On apprend à bien gérer, on apprend à vivre avec le virus, mais aussi les risques, la façon qu'on gère les risques va changer aussi. L'emballage est vraiment est influencé par nos connaissances, par le virus. Alors, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, la réponse, là, maintenant, je vais juste montrer. Et ça semblerait-il que la réponse la plus privilégiée, c'est le non. Alors, j'ai l'impression qu'on a un auditoire qui est bien informé, qui nous écoute, tant mieux. Écoutez, ça a été un 8 mois assez quand même intéressant. C'est sans précédent. On utilise souvent ces adjectifs-là depuis quelques temps. Et nous, au laboratoire, on s'est intéressé à la problématique de l'emballage il y a déjà quelques années. On collecte des données à ce sujet-là sur les perceptions des consommateurs et l'an passé, on avait en fait recensé les Canadiens par rapport à comment eux, ils voient l'emballage, cette problématique-là. Et lorsque la COVID a frappé, on s'est dit, c'est une belle opportunité pour, en fait, revenir et demander aux Canadiens qu'est-ce qu'ils pensent de l'emballage, qu'est-ce qu'ils pensent des interdictions, est-ce qu'ils seraient prêts à payer plus cher, quels matériaux ils privilégient, etc. Et on a publié, en fait, tout récemment, je crois que c'était au mois d'août, les résultats en fait, comparatifs entre les deux études, donc l'étude de 2019 et l'étude de 2020. Et on s'est rendu compte on a fait quelques constats par rapport aux comparaisons. D'abord, les gens ont peur. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de communication de risque. On parle des gens qui tombent malades et tout ça, mais la peur va vraiment influencer le comportement et va influencer beaucoup les perceptions, puis je crois que ça va encore durer longtemps. Alors, l'emballage, vraiment, c'est un symbole pour rassurer les gens. Et le plastique est revenu, en fait, dans nos vies quand même assez rapidement là, avec la COVID, surtout avec les livraisons. Et j'ai l'impression, je suis certain que Jean-Pierre en a parlé.
pour ce qui est de la livraison des aliments. Vous savez, cette année, on pense que le volume de vente pour les produits vendus en ligne risque de tripler en 2020. Et c'est sûr que depuis quelques temps, on a vu beaucoup de plastique, du styrofoam, etc. Puis les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on doit changer nos comportements? Et on commence déjà à voir beaucoup d'entreprises s'intéresser à l'éco-emballage, s'intéresser beaucoup à différentes solutions qui pourraient leur permettre de faire des affaires, en fait, à l'extérieur de leur salle à manger pour aller rejoindre le client chez eux, en fait. Donc, il y a déjà des ajustements qui se font à ce niveau-là. Mais la peur, vraiment, c'est ce qui pousse beaucoup les gens à rester à la maison ou simplement, en fait, changer de façon de faire. On cuisine beaucoup plus. Évidemment, on va même jardiner plus. Un Canadien sur 5 cette année a décidé de jardiner plus. Donc, il y a un écosystème agroalimentaire qui se développe chez les gens. Et évidemment, au milieu de tout ça, il y a de l'emballage, évidemment. Et pour conserver les aliments, il faut faire plus attention, il faut avoir justement ce qu'il faut. Ça, c'est une chose qu'on s'est rendu compte avec l'étude. L'autre chose qu'on s'est rendu compte avec l'étude, c'est que en raison de la peur, 52% des Canadiens veulent qu'on s'attende, veulent que les gouvernements et l'industrie attendent à l'après-pandémie pour continuer à instaurer des changements et à imposer des interdictions. Ça, c'est plus de la moitié. C'est énorme. Ce qui me fait vraiment, ce qui m'a surpris un peu, c'est que le gouvernement fédéral, il y a 2 semaines, a décidé d'aller de l'avant, a réaffirmé son intention de bannir les plastiques. Il y a eu 6 produits, là, on l'a vu. Ça m'a vraiment surpris, agréablement surpris. Mais le ton de l'annonce m'a aussi intrigué. On a utilisé beaucoup le terme toxique. C'est vraiment, moi, je pense que c'était vraiment la première fois qu'on y allait de l'avant avec ce langage-là, la toxicité du plastique comme tel, pour en fait développer un cas contre le plastique pour dire que c'est un cas qui est extrêmement important. Ça devrait être une priorité, peu importe si c'est une pandémie ou pas. Donc, je pense qu'on voit au niveau des instances publiques qu'il y a une peur et on veut dépendre beaucoup du plastique. Et évidemment, l'autre chose qu'on s'est rendu compte aussi durant l'étude, c'est ce qu'on voulait évaluer, c'est que est-ce que les gens sont prêts à payer pour un emballage vert, un emballage beaucoup plus, disons, lié à leur intention environnementale. Parce qu'évidemment, ça risque de coûter plus cher. Il y a une raison pourquoi on a beaucoup de plastique dans nos vies, c'est que ça ne coûte pas cher. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'environnement ne se monnaie pas nécessairement au détail. Les gens vont vouloir un emballage vert, mais vont pas nécessairement vouloir payer pour. Mais il y a un contexte socio-économique qu'on doit apprécier en ce moment-là. C'est que les prix alimentaires augmentent. Peu importe ce qu'on fait avec l'emballage, les prix alimentaires augmentent et vont augmenter pour encore un certain temps. D'ailleurs, depuis les 10 dernières années, si vous regardez le taux d'inflation alimentaire versus le taux d'inflation générale, le taux d'inflation alimentaire, en fait, a dépassé de 23 points le taux d'inflation générale. Autrement dit, les ménages, et puis je pense que tout le monde s'en rend compte, là, on consacre un plus grand pourcentage de notre budget sur l'alimentation. Alors, moi, à mon avis, le temps est opportun actuellement pour changer nos pratiques en termes d'emballage. Le contexte socio-économique s'y prête. Et ça, c'est dans notre rapport qu'on a publié au mois d'août. On le voit, il y a un contexte favorable au changement et ça ne va pas arrêter maintenant, ça va être encore pour quelques années. En discutant avec plusieurs entreprises depuis le début de la COVID, je me suis aussi rendu compte que l'industrie n'a pas arrêté, là. En fait, on a continué à développer des solutions, on a continué à travailler en chaîne parce que j'ai l'impression, en fait, l'ensemble des entreprises ont réalisé que on ne peut pas régler le problème de l'emballage seul. On doit travailler en amont, en aval,
faut travailler en collaboration avec d'autres entreprises, avec la recherche, etc. Alors, et ça n'a pas arrêté parce qu'on savait que éventuellement, les Canadiens étaient pour, en fait, revoir leur planète dans leur assiette. Ils vont, en fait, ils vont exiger des pratiques qui vont différer de ce qu'on voyait, ce qu'on a vu depuis les 30, 40, 50 dernières années. Ça ne changera pas. Les océans et les parcs se foutent de la pandémie. Éventuellement, le visuel du plastique ne changera pas. On va continuer malheureusement à avoir des déchets dans des parcs, sur les plages, etc. Alors, c'est certain, et les entreprises le savent. Ils le savent aussi que les gens, les consommateurs vont aussi associer, vont voir, je ne sais pas moi, un produit par terre qui a une marque dessus, bien, ils ne vont pas nécessairement associer le morceau ou le déchet avec un comportement irresponsable d'un consommateur. On va associer en fait le produit à l'entreprise comme telle qui doit assumer une certaine responsabilité. L'emballage, pour moi, ça va être, et puis on le voit au Québec, là, surtout avec la consigne, l'histoire de la consigne. Moi, je trouve que la consigne, c'est un problème parce que malheureusement, on ne s'attaque pas au vrai problème, ce qui est en amont de la chaîne. Il faut absolument s'assurer qu'au détail, on a plus d'éco-emballage au lieu de créer en fait un système dont la logistique est lourde. Là. On parle d'impliquer des détaillants, il y a un manque de place, augmentation de coûts, tout va coûter plus cher vraiment pour ce qui est du dépôt, etc. On incite la chaîne à se responsabiliser avec, en fait, à mon avis, une mauvaise solution ou ce n'est pas une solution qui est complète. C'est peut-être une solution partielle, mais elle n'est pas complète. Donc, l'emballage, pour moi, ça va être un enjeu assez important. L'autre aspect, puis je ne sais pas si Jean-Pierre en a parlé, mais c'est le télétravail. Le télétravail, là, ça va vraiment changer la donne pour ce qui est de l'industrie agroalimentaire. Vous savez, 23% des entreprises et des associations, gouvernements, etc., envisagent de demander à leurs employés de travailler à temps plein à la maison. 23%, c'est beaucoup. Pourquoi? Ben, les coûts sont moindres. Les gens commencent à réaliser que la technologie fonctionne. On peut faire toutes sortes de choses avec la technologie. Alors, le télétravail, vraiment, va inciter les gens à consommer de la nourriture différemment. Notre relation avec l'alimentation risque de changer aussi. Évidemment, lorsqu'on passe plus de temps dans la cuisine, lorsqu'on passe plus de temps à la maison, c'est certain qu'on va consommer différemment. Et l'emballage va en être pour quelque chose. Si on se fait livrer, si, par exemple, on va dans différents endroits, comme par exemple les plus petits marchés dans notre coin, par exemple, bien, il va y avoir un ajustement qui va être requis à ce moment-là. Donc, le télétravail, pour moi, ça va être vraiment un facteur assez important. Pour ce qui est du service alimentaire, évidemment, on le voit, c'est important là, pour ce qui est de l'emballage, là, comment en fait on va devoir s'ajuster. L'autre chose, puis là, je vais juste m'assurer qu'on a assez de temps pour les questions-réponses. La COVID comme telle a un peu démocratisé la chaîne d'approvisionnement. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a plus accès aux consommateurs, que ce soit un producteur, un transformateur, un distributeur. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est toutes sortes de choses, toutes sortes d'entreprises qui veulent vendre directement aux consommateurs. Et c'est super. Le problème, c'est que ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vraiment n'ont pas la capacité ou l'habileté justement de faire affaire avec le consommateur. Fait qu'on voit toutes sortes de choses, surtout au niveau de l'emballage. Et moi, j'ai l'impression que les attentes qui s'en viennent vont changer. On va s'attendre justement à d'autres choses. Que ce soit Cisco, Gordon Foods, PepsiCo, peu importe, là.
toutes les entreprises qui ont décidé de vendre directement aux consommateurs, moi, j'ai l'impression que les attentes vont changer. Et pour ce faire, on va devoir justement encourager une plus grande responsabilité au niveau des emballages verts comme tels. Ça, c'est une chose. Par rapport à ce qui se passe actuellement avec la COVID, c'est un leg de la COVID qui va, à mon avis, être assez important. Mais en gros, et puis je vais finir là-dessus, en gros, on était à la croisée des chemins il y a 2 ans. Il y a eu un tsunami d'opposition politique, vraiment, et puis c'était mérité, à mon avis. Vraiment, il y avait une conscientisation par rapport au problème. Et là, on commence à réaliser qu'il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup d'organismes, là, à Montréal ou ailleurs, il y a tellement d'organismes qui étaient prêts à justement supporter les entreprises pour les aider à trouver des moyens, des méthodes beaucoup plus responsables par rapport à l'emballage. Alors, c'est un peu ça que je vois. C'est sûr que le processus ne sera pas facile parce qu'en bout de ligne, on a affaire à une clientèle qui est quand même assez gâtée. Les Canadiens ont accès à une alimentation qui n'est pas chère, vraiment. Vous savez, les Canadiens ont accès au 5e panier le moins cher par rapport à leurs revenus au monde. C'est sûr qu'aux États-Unis, c'est les premiers, mais quand même, on performe relativement bien. L'industrie agroalimentaire qu'on a au Canada offre vraiment quelque chose d'extraordinaire aux Canadiens. Nos produits sont très salubres, frais, on a du choix, etc. Mais avec l'emballage, il va y avoir des compromis. On va devoir faire des compromis éventuellement, que ce soit au niveau de l'industrie ou même au niveau de la consommation. Mais ce qui est rassurant actuellement, à mon avis, c'est que les politiques, en fait, poussent l'industrie à agir. C'est sûr que l'industrie n'a pas vraiment besoin de ça pour changer, mais ce qui arrive et ce qui est nécessaire dans le cas de l'emballage, c'est qu'on va créer des standards égaux pour tout le monde. Donc, tout le monde doit agir parce que l'enjeu, ce n'est pas les profits d'une entreprise versus une autre. L'enjeu, c'est la planète, là. C'est la pollution. Alors, ce qu'on voit actuellement, à mon avis, c'est rassurant, malgré le fait qu'on vit une pandémie qui fait peur à beaucoup de monde. Moi, j'ai l'impression que les gens vont commencer tranquillement, pas vite, à apprivoiser le virus et commencer à accepter vraiment que les choses qu'on voit, il va falloir qu'ils changent, tout simplement. Alors là-dessus, Bruno, je vais m'arrêter parce que je veux quand même consacrer quelques minutes aux questions des gens. Merci, Sylvain. Toujours fort intéressant, puis d'avoir une vision très large du secteur agroalimentaire et bien évidemment de l'impact de l'emballage. J'ai 2 questions. La première question que je souhaiterais te poser, puis je fais une analogie un petit peu avec, comme si on était sur un bateau. On a vécu une tempête avec la pandémie qui fait, c'est en lien avec le paradoxe de l'emballage. Donc, on s'est tourné vers des solutions d'emballage qui étaient certainement qui avaient des impacts environnementaux assez importants, donc parce qu'on voulait se protéger un petit peu. Mais cette tempête qu'on vivait en surface, les fonds marins, là, le courant, la force, c'est vraiment au niveau des emballages plus durables. Puis je pense que tu l'as abordé. Est-ce que tu vois vraiment que ce courant marin de travailler sur des emballages qui ont moins d'impact environnemental va refaire surface très rapidement une fois l'aspect pandémie un petit peu plus maîtrisé? Moi, à mon avis, oui. Comme je l'ai dit plus tôt, moi, j'ai l'impression que le contexte se prête. En fait, la réalité, c'est que moi, je reviens au prix du panier d'épicerie. Il y a eu beaucoup, on hésite beaucoup au niveau de l'industrie parce qu'on ne veut pas offrir un produit qui n'est pas, qui n'est pas compétitif sur le marché. Mais si les prix augmentent de toute façon, c'est sûr que ça va être une pilule qui va être plus facile pour les gens d'avaler.
dans le fond. Parce qu'il y a des gens qui s'y opposent. C'est pas tout le monde qui veut payer pour. En fait, dans nos recherches, il y a peu de personnes qui veulent payer pour un emballage vert. Mm. Alors, comment on fait pour en offrir plus? Ben, il faut un contexte. Puis moi, à mon avis, le contexte actuellement est idéal. Merci Sylvain. Autre question qui vient de nos participants. Bon, avec le commerce en ligne, on utilise de plus en plus d'emballages. Plus de 90% des emballages qu'on dépose dans le bac de recyclage se retrouvent dans les sites d'enfouissement. En tout cas, ça, c'est la donnée que notre participant indique. Que doit faire l'industrie? Est-ce que la technologie utilisée dans les centres de tri est à jour ou en tout cas est adaptée à ce que l'on met là-dessus? C'est un problème qui est quand même, on le sait, très complexe. Il y a des efforts de modernisation au niveau de la collecte sélective, etc. Mais Ouais. c'est votre opinion sur ce sujet-là? Ben, on recycle 9% du plastique qu'on consomme, qu'on utilise. C'est pas beaucoup. Il y a quand même des problèmes au niveau des centres de tri, là, on s'entend, là, au niveau de la transparence, etc. C'est pas simple. C'est pour ça que moi, à mon avis, il faut régler le problème en amont. C'est vraiment ce qu'on offre sur le marché doit déjà être, doit pas peser, doit pas hypothéquer notre planète finalement. Parce que là, les centres de tri, la consigne, dans le fond, c'est qu'on gère un échec de l'industrie finalement. Et donc, c'est pour ça que pour moi, l'espoir se situe au niveau de la transformation avant que le produit atteigne le détail. Si on règle le problème au sein de l'industrie, on a moins de problèmes à régler une fois que le produit se retrouve dans les mains des consommateurs. J'aurais une dernière question, puis après, nous finirons notre webinaire. On pourrait en avoir des questions pour la journée, mais le temps est quand même compté. Selon vous, la modernisation de la collecte sélective avec la mise en place de la responsabilité élargie des producteurs qui est en train de se développer présentement au Québec, est-ce qu'elle représente une solution pour démocratiser l'éco-conception des emballages? Est-ce que c'est une bonne voie à suivre? À mon avis, oui. Puis on ne le voit pas juste au Québec, on le voit ailleurs aussi. Moi, à mon avis, de responsabiliser la chaîne est une bonne chose. Ce qui est rassurant aussi, c'est que quand on parle aux entreprises, là, il y a un intérêt à régler le problème aussi. Mais ce qu'il y avait comme problème avant, il y a 3-4 ans, c'est que, bon, si nous, on va de l'avant avec un meilleur emballage pour la planète, mais si les autres ne suivent pas, ben nous, on va payer pour au niveau des ventes. Alors, il y a un momentum vraiment qui, disons, égalise les chances pour tout le monde, finalement. C'est pour ça que tout le monde se parle là, dans l'industrie. Moi, je vois beaucoup d'innovation, puis je vois une volonté palpable au niveau de l'industrie en transformation particulièrement. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Je vais en profiter pour de nouveau remercier votre partage à Jean-Pierre. Merci beaucoup pour la présentation et la réponse aux questions. Sylvain, merci beaucoup aussi d'avoir exposé des résultats de l'étude des études que vous faites constamment. Puis la vision, c'est fort apprécié. Puis j'imagine très intéressant pour les participants qui étaient avec nous aujourd'hui. On a la chance d'avoir Jean-Pierre et Sylvain sur le même webinaire. Donc, en français, ça commençait en français ce matin et un petit peu plus tard, en tout début d'après-midi, en anglais. Merci beaucoup pour votre temps, votre présence. C'est fort apprécié. Je profite de nouveau pour indiquer à nos participants que PAC propose différents webinaires tout au long de sa programmation automnale-hivernale. Le prochain en anglais se tiendra le 11 novembre et s'intitule « Would you like a refill ?» qui se fera avec PAC Hub. Fort intéressant parce que, bien évidemment, quand on parle d'emballage réutilisable, c'est quand même un enjeu. C'est des solutions plus durables en termes d'emballage. Donc, je vous invite à vous inscrire directement sur le site
le site web de Pâques. Alors encore merci à vous deux, Jean-Pierre et Sylvain, et je dis aux participants à un prochain événement. Merci bien. Au revoir. Merci. Bonjour.